par exemple, toutes les pensées de manque d'estime de soi. Tiens, je suis nul, j'y arrive pas, je suis pas assez capable. C'est courant, vous savez ce genre de choses, il y a des oui et souvent j'en parle parce que généralement, malheureusement en tout cas, ce sont des pensées très, très répandues. Eh bien, bizarrement, ça s'oppose, mais même ces pensées nous veulent du bien. Est-ce que c'est évident ça? Non. Si. Ça permet de se remettre en question. Alors, par exemple, se remettre en question, en fait, si je me dis que je suis nul, la partie de moi qui pense ça, eh bien, elle voudrait que ce qui est perçu comme une faiblesse en moi ne soit plus là. Et ça sert à quoi d'enlever la faiblesse en soi? On est d'accord, c'est pour notre bien-être. Hein. Mais la stratégie, nous dire qu'on est nul, c'est pas terrible, hein, c'est pas agréable. Et je prends souvent cet exemple, si on dit à un enfant, tiens, tu es nul, peu importe en quoi tu es nul, même si nous, dans notre intention, on voudrait qu'il réussisse, qu'il soit doué à l'école, qu'il réussisse ses études et tout ça, d'accord, c'est pas la meilleure façon de l'élever si on lui dit qu'il est nul. C'est l'intention. Il y en a une autre aussi, qui est moins évidente et qui ne pousse pas vraiment à avancer, c'est que si je me dis tout ce qui ne va pas comme une évidence, je ne peux plus faire ceci, je suis bon à rien, je ne peux plus rien faire de ma vie, eh bien, quelque part, ça nous pousse à ne pas changer, à ne pas évoluer, c'est un fait, voilà, je ne peux plus rien faire. C'est pas du tout une pensée qui va nous faire avancer, mais le cerveau, il aime bien ça. Pourquoi le cerveau, il n'aime pas trop se remettre en question? C'est pas son truc. Il aime la simplicité, le cerveau. Donc, changer, évoluer, on n'aime pas trop. Le changement, il n'aime pas trop le cerveau. Malheureusement, le cerveau de tout le monde. Hein, et donc, c'est beaucoup plus confortable, c'est pas souhaitable, mais c'est beaucoup plus confortable de ne pas changer, de ne pas se remettre en question, que de changer, de se remettre en question. Donc, il y en a un qui est plus difficile, mais qui sur le long terme est souhaitable, et l'autre, voilà, dans l'instant, il est beaucoup plus confortable, il n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit en solution, ni de changer quoi que ce soit. Et ça, même personnes, oui, ils veulent arrêter la cigarette, ils veulent faire attention à ce qu'elles mangent, ils veulent changer les comportements alimentaires, mais même beaucoup d'autres, je voudrais se mettre au sport, mais ils n'y arrivent pas, tout ça. Il faut bien comprendre que ça veut du bien. Pourquoi je vous explique ça? C'est pour arrêter de lutter contre ça. Pourquoi? Parce que quand on a une partie de nous qui nous veut du bien, même si c'est fumer, même si c'est se jeter d'un pont, ou même si c'est... les mecs sont exercés quand même. Oui, mais alors, le problème c'est que si on tente de lutter contre ça, alors c'est nous-mêmes qui générons cette chose-là, si nous de l'autre côté on veut s'en débarrasser, alors que ça nous dit bien, qu'est-ce qui se passe? On se crée un conflit interne en plus, entre ces deux parties de nous qui sont en train de se discuter, et au final on est encore plus mal. Je prends un exemple qui est peut-être parlant. Il y a quelques semaines de ça, ils ont organisé le jumping à Blaye. Et pour organiser ce jumping, il y a beaucoup de bénévoles qui étaient présents pour s'occuper de tout ça. Comme chaque année, il y a toujours plein de bénévoles qui s'en occupent. Imaginez si tous ces bénévoles avaient tous une bonne intention, ils veulent tous bien faire, mais qu'à aucun on leur disait quoi faire. Comme ils sont tous bien intentionnés, ils feraient tous des choses, et ça peut pas sûr qu'ils feraient beaucoup de bêtises. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire qu'en nous, on a plein de choses qui nous veulent du bien, sauf que comme on ne leur a pas dit comment agir, il se passe beaucoup de bêtises. Comment ça veut vouloir du bien? Ce qu'il faut toujours distinguer, c'est l'intention de ce qui émane de nous, de la stratégie. Ça, c'est une distinction hyper importante à faire. L'intention, par exemple, si je ne suis pas bien et que je grignote pour me débarrasser de mon stress ou de mon ennui... Le stress est parti. Le stress est parti. En mangeant. Bon, après, la culpabilité, mais le stress, lui, il est parti. Donc, de façon momentanée. Dans ce cas-là, c'est pour enlever le stress, ce qui ne va pas, c'est pour apaiser. Donc l'intention de lui, la stratégie, grignoter, c'est la meilleure. C'est là qu'il faut bien voir. L'intention veut du bien, la stratégie est pas bonne. Comme une personne qui va fumer sa cigarette. Fumer, l'intention, ça veut l'apaisement, ça veut plein de choses, ça peut compenser plein de choses, la cigarette. La stratégie, ça veut pouvoir la rendre. Mais l'intention veut du bien. Au quotidien, ma façon de me traiter, de me parler, je comprends pourquoi c'est ici. Je comprends parce que mon éducation a fait que je suis comme ça actuellement. Et je comprends en plus que ce que je fais, ça me veut du bien. C'est intéressant, ça change le rapport qu'on a soi-même, parce que vous êtes d'accord, c'est nous-mêmes qui générons soit la pensée, soit l'émotion, soit le comportement. Le comportement, c'est nous-mêmes qui décidons. Donc quand on tient ce comportement dans son intention, il me veut du bien, c'est quand même un premier pas vers un peu d'apaisement
Voilà, c'est comme un enfant qui crie ou qui est en colère, ou enfin, peu importe ce qu'il fait, quelque chose qui nous dérangerait. Si on est juste en train de juger ce qu'il fait, bah, c'est un enfant qui n'est jamais content. Si on le juge, forcément, ça va pas être agréable ni pour lui ni pour nous. Par contre, si on passe par la compréhension, ah tiens, cet enfant, il crie souvent parce que je comprends qu'il y a une raison, je sais pas, il se fait embêter par ses copains, quoi que ce soit. La colère de l'enfant est toujours là, mais on s'apaise vis-à-vis de sa colère, parce qu'il y a une raison. Oui. Et donc ça, c'est intéressant de faire ce premier pas vis-à-vis de soi-même. Tiens, même, des fois, il y a des paroles qui peuvent être bienveillantes. Ah, tu pleures, bah, mais c'est pas grave, tout ira bien, ou alors ça ira mieux plus tard. D'accord, mais quand on dit ça, on est en train de dire à l'enfant, ta tristesse, je ne la reconnais pas, elle n'a pas lieu d'être, même si c'est dit avec bienveillance, avec gentillesse, on est en train de dire ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est enfant? Petit à petit, à force d'entendre ce genre de choses, ben, on va être de moins en moins à l'écoute de soi-même. Quand on est de moins en moins à l'écoute de soi-même, effectivement, pour se dire des choses à soi-même alors qu'on n'est pas du tout à l'écoute de soi-même, ça devient compliqué. Toute l'éducation qu'on a pu avoir, bien sûr, ça a laissé des traces, ça c'est sûr, mais c'est pas tellement ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on va faire actuellement à partir de tout ça. Il y a un exemple que je cite, que vous avez peut-être déjà entendu. Imaginez, vous marchez en pleine nuit, il y a un grand trou, vous ne l'avez pas vu, vous tombez dedans. Et là, vous êtes en train de vous demander pourquoi je suis tombé dans ce trou. Alors, est-ce qu'on m'a poussé? Est-ce que mes lacets étaient défaits? Est-ce que je me suis pris dans une racine? Et puis là, vous vous rendez compte, ah d'accord, mes lacets étaient défaits, je me suis entré dedans, je suis tombé. Donc vous avez la cause, vous savez pourquoi vous êtes tombé. De la même façon que par rapport à votre passé, ah oui, je comprends, je fonctionne comme ça, parce que mes parents, ils m'ont traité comme ça, on sait pourquoi. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est comment on sort du trou. Et que ce soit les passés. Il y a une phrase qui peut-être résume ça très bien, qui dit « Quoi qu'il arrive, je ne me créerai pas de souffrance ». C'est très intéressant ça, parce qu'effectivement, les choses extérieures qui nous arrivent, même désagréables, donc aussi bien accident, une maladie, pour moi, je considère ça comme une chose extérieure, ça nous tombe dessus, on n'a pas choisi. Par contre, ce que l'on en fait, aussi bien par nos actions, mais aussi par nos pensées, sont hyper importants. Parce que la situation déjà fait souffrir, la situation déjà n'est pas agréable, mais si en plus par notre système de pensée, on continue à créer davantage de souffrance, j'en ai marre, j'ai mal, c'est terrible, il y a plein de façons de se créer de cette souffrance. Et bien ça, donc c'est la non-acceptation qui crée ça, et bien c'est, effectivement ça ne change pas le quotidien, c'est juste qu'il est plus difficile au quotidien, il est plus pénible au quotidien. Vous voyez? Et ce système de pensée, il dépend de nous. Heureusement d'ailleurs. C'est le seul endroit où on a moyen d'action finalement. Heureusement. Il dépend que de nous. Il dépend que de nous. Heureusement qu'il est. Et vous voyez, vous sentez, c'est la bienveillance envers soi-même, c'est la bienveillance envers cette partie de soi que d'habitude on peut avoir envie de rejeter ou qu'on n'aime pas trop, qui est difficile. On l'accueille avec bienveillance, on lui parle avec bienveillance et on lui montre des façons de penser qui vont être plus utiles dans la situation. Où il faut arriver à les accepter et c'est pas toujours. Mais c'est vrai, oui, c'est ce qu'il faut dire, c'est positiver. Pour revenir à cette acceptation, donc, tant qu'on n'accepte pas, il y a une partie de nous qui met de l'énergie vers ce qu'on ne peut pas changer, vers ce qu'on ne peut pas accepter, qui est en train de lutter contre ça. Donc on perd l'énergie, on se crée, on cultive encore plus de colère. Et c'est usant, c'est usant et fatigant. C'est fatigant. Ouais,